encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle par les entreprises, tel est l'objectif du règlement européen IA Act. Il classifie les risques en 4 niveaux, de faible à inacceptable. Le texte a été adopté par l'Union européenne en 2023. Ces dispositions ont déjà commencé à entrer en vigueur et le continueront progressivement jusqu'en 2027. Quels défis pose l'IA Act pour les sociétés financières ? Je suis allé poser la question à Olivier Vignat, directeur général adjoint de Paris Europlace. Bonjour Olivier. Bonjour Gaëtan. Vous êtes délégué général adjoint de Paris Europlace. Avec vous, on va parler de l'IA Act, cette réglementation européenne qui concerne toutes les entreprises de tous les secteurs. Mais concrètement, du côté de la finance, qu'est-ce qui change pour les sociétés financières ? Alors ce qui change d'abord, c'est que c'est un texte directement applicable puisqu'il s'agit non pas d'une directive à transposer, mais d'un véritable règlement assez conséquent parce qu'il fait 113 articles, 144 pages. Et donc son principe même, c'est de catégoriser les risques dans les systèmes d'IA. Il y a des risques qui sont dits inacceptables et donc qui sont interdits. Il y a 4 catégories, exactement. C'est ça, hein. Et donc ceux qui sont, les différentes dispositions de ce texte qui sont d'ores et déjà en application depuis début février 2025, c'est interdire par exemple la notation sociale, tout ce qui est discriminant, tout ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux. Et donc pour le secteur financier, ce qui est important, c'est qu'il y a un nouveau cadre de gouvernance, de documentation des risques et qui doit être mise en place. Alors ce n'est pas complètement nouveau parce que la maîtrise des risques, les établissements y sont habitués depuis des décennies. Simplement, c'est le premier texte au niveau mondial à souhaiter cadrer cette technologie qui est disruptive, qui a des impacts majeurs. Et donc un vrai enjeu, c'est de savoir figer par un texte une technologie qui est par définition évolutive. De se développer. Alors justement, le calendrier d'entrée en application des différentes dispositions du règlement, il est assez long, ça s'étale de août 2024 jusqu'à août 2027. Est-ce que ce calendrier, il n'est pas un peu en complet décalage par rapport à la matière qui est mouvante, comme vous le disiez ? Je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises, les sociétés financières aient une visibilité. Si vous savez aujourd'hui que certaines dispositions entreront en application dans 3 ans, au contraire, c'est une forme de prévisibilité qui permet de faire les adaptations, les investissements nécessaires. Donc il vaut mieux avoir suffisamment de temps pour s'y préparer plutôt que d'être surpris par... Mais si ça se trouve en 2027, ça sera un peu obsolète finalement ce règlement. Évidemment, un texte est susceptible d'évolution, la Commission européenne pourrait y veiller. Il y a également un bureau au niveau européen, un comité de l'IA qui sont en place, donc tout texte peut évoluer. Ce qui est important, c'est que ces dispositions, dans la mesure où la plupart d'entre elles sont assez générales, demeurent valides, et ça sera le cas. Justement, vous parlez de commission, de contrôle. En France, les autorités de tutelle seront désignées d'ici août prochain, enfin les autorités qui vont superviser l'entrée en application de ce règlement. Côté finance, on peut penser que ça sera assez logiquement l'AMF et la CPR. Est-ce que pour vous, il ne faudrait peut-être pas créer une entité un peu ad hoc compte tenu de la technicité de l'intelligence artificielle et des personnes qui sont vraiment au fait de son fonctionnement? Alors ça, c'est un débat. On verra si le choix des autorités françaises va pour un modèle intégré avec une autorité unique qui appliquerait les dispositions de ce texte transsectoriellement, ou alors un modèle plus distribué, déconcentré pour appliquer certaines de ces dispositions à tel ou tel secteur. Le vrai enjeu, c'est que toutes les spécificités sectorielles soient bien prises en compte pour qu'il n'y ait pas une surréglementation dans certains secteurs et une mauvaise maîtrise des risques dans d'autres. Vous le disiez, ce texte, il est d'ampleur inédite à l'échelle mondiale. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que ça peut potentiellement créer un désavantage pour les sociétés européennes par rapport aux concurrents internationales? Alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait une concurrence équitable entre les compétiteurs, entre les grandes juridictions. Et effectivement, dans la mesure où ce texte est le premier au niveau mondial à être mis en place, il faut que l'Union européenne soit consciente de ce que ça exige. Ce qui est important, c'est que lorsque des textes arrivent, la compétitivité d'un secteur, et là en l'occurrence la compétitivité du secteur financier, soit correctement prise en compte. Il n'y a rien de pire qu'un texte qui désavantage des établissements situés dans une zone par rapport à leurs compétiteurs. La seconde chose, c'est qu'il faut une intelligibilité du texte, c'est-à-dire qu'il faut que
aucune ambiguïté ne demeure. Et troisième point, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. C'est-à-dire que la stabilité, on l'a pour le coup, parce qu'on a le calendrier. On l'a, mais comme vous l'avez souligné, comme c'est une technologie qui est extrêmement évolutive, il faudra sans doute, via des actes de niveau 2, des RTS, ce qu'on appelle, au niveau européen, préciser tel ou tel aspect, ou alors donner la possibilité aux autorités nationales de prendre en compte certaines spécificités. Merci Olivier Vignat pour votre décryptage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Neboucha, vous avez analysé, décrypté cet IA Act. Quel est votre avis globalement sur ce texte? Il est fondateur. Donc ce qui est important, c'est qu'il existe. Juste le fait qu'il existe, c'est très bien. Après, de l'autre côté, comme tout texte, il y a des améliorations à faire, il y a des transpositions à faire au niveau national, de niveau 2, de niveau 3. Mais il a au moins l'intelligence de poser le débat et de donner un contour. Et est-ce que vous rejoignez Olivier Vignat sur le risque potentiel de perte de compétitivité de l'industrie européenne par rapport à celle étrangère? Alors, je vais faire une transposition cette fois-ci avec MiCA. Alors, nous, on est MiFID, je rappelle, en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Je rappelle juste que MiCA, le texte qui va encadrer les cryptoactifs en Europe. Les cryptoactifs, la blockchain, la DeFi, voilà. Donc, pour donner un exemple, j'ai eu la chance en 2019 de faire une spécialisation en FinTech, au moment où, en novembre 2019, on sort les PSAN, qui maintenant s'appelle PSA, les prestataires de services actifs numériques, à l'époque, et on se dit, tiens, c'est marrant que la loi Pacte rajoute un tiers de confiance dans quelque chose qui est décentralisé, sur lequel on n'a pas besoin de tiers de confiance. Ça a eu l'intelligence de poser le débat et de préparer les textes fondateurs qui sont issus de MiCA. C'est grâce à la France, grâce à la loi Pacte, que de l'autre côté, MiCA a pu prendre son essor en point de vue européen. MiCA existe, MiCA nous donnera des armes de compétitivité de demain. Aujourd'hui, on peut dire les Américains sont en avance, ils n'ont pas leur MiCA à eux, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Sauf que de l'autre côté, elle donne un texte et un cadre législatif pour les institutions en France. Et je rappelle que si les institutions sont protégées et ont un cadre légal dans lequel elles peuvent travailler, on peut le déployer et c'est ce qui va faire le catalyseur de demain. C'est pour cette raison que j'ai repris mes études avec une spécialisation en blockchain advanced à Polytechnique et en DeFi pour cette raison-là, puisqu'on est en train de le vivre, même si ça existe depuis plus de 20 ans. Mais on est en plein dans cette révolution, on est dans une nouvelle révolution qui était à l'époque industrielle. On a vécu la digitalisation à outrance avec la fin du Covid et pendant la période Covid. Et aujourd'hui, la question, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence augmentée. Et comment nous, je vais reprendre ce que vous aviez dit dans votre précédente émission, comment on définit les prompts et quelle est l'intelligence de l'homme pour pouvoir définir le bon cahier des charges pour que les IA, et pas l'IA en général, puissent communiquer, répondre et donner un vrai résultat efficient pour nous libérer encore plus de temps, pour être encore plus proche de nos clients. Donc c'est juste la continuité de la partie digitale qu'on a déjà amorcée depuis de nombreuses années au sein du groupe Retores et comme tous les cabinets dans leur cabinet. C'est une très belle conclusion et je ne dis absolument pas ça parce que vous avez cité une ancienne émission Patrimoine Online. Merci beaucoup Neboucha de nous avoir accueillis chez vous. On vous libère, on vous laisse retourner travailler. Merci beaucoup, à très vite. Merci, à très vite. Au revoir.